Amélie Dubois n'avait jamais imaginé que les difficultés financières de son père l'amèneraient à ce moment. L'élégant gala de charité autour d'elle se floutait en bruit de fond alors qu'elle l'apercevait de l'autre côté de la salle. Nicolas Moreau, l'homme le plus froid et le plus puissant de Lyon. Son père, autrefois un homme d'affaires respecté, avait emprunté massivement à Moreau Entreprises. Maintenant en faillite et désespéré, Henri Dubois n'avait nulle part où se tourner. Amélie observa le regard calculateur de Nicolas parcourir la salle jusqu'à ce qu'il se pose sur son père, qui pâlit visiblement. « Monsieur Dubois », la voix de Nicolas trancha le bavardage ambiant alors qu'il s'approchait. « Je crois que nous avons des affaires à discuter. » Amélie avança instinctivement. À 26 ans, avec sa propre galerie d'art en difficulté, elle avait peu à offrir, sauf elle-même. Les yeux de Nicolas se déplacèrent vers elle, son expression illisible mais intense. « Peut-être quelque part, en privé ?» suggéra Henri, sa voix tremblante. Ils se dirigèrent vers une terrasse isolée, avec vue sur les lumières de la ville. Nicolas ne perdit pas de temps. « Votre échéance est passée depuis 3 mois, Dubois. J'ai été patient. S'il vous plaît, juste un peu plus de temps, » supplia Henri. Le rire de Nicolas était froid. « Le temps, c'est de l'argent, et vous avez gaspillé assez des deux. » Quelque chose dans son ton fit se redresser l'épine dorsale d'Amélie. « Qu'est-ce que vous voulez exactement, monsieur Moreau ?» Ses yeux rencontrèrent les siens, perçants, évaluateurs, dangereux. Et Amélie comprit soudain que l'argent n'était pas son seul intérêt. Avant que son père puisse parler à nouveau, Amélie fit la proposition qui les fit taire tous les deux. « En échange de la dette de mon père, prenez-moi à la place. » L'air nocturne devint lourd de tension. L'expression de Nicolas changea presque imperceptiblement. Surprise, intrigue, quelque chose de plus sombre. Il sortit un stylo de sa veste et le contrat que son père avait signé. Avec une lenteur délibérée, il traça une ligne à travers le document. « Un marché est un marché, mademoiselle Dubois, » dit-il, sa voix baissant à un ton qui lui donna des frissons dans le dos. « Vous m'accompagnerez ce soir. » Le silence ne fut brisé que par le son de son stylo marquant le contrat du destin. La limousine glissa dans les rues scintillantes de Lyon, son intérieur épais de tensions non dites. Amélie était assise aussi loin de Nicolas Moreau que le siège en cuir le permettait, sa robe émeraude captant les réverbères qui passaient. Elle serrait son petit sac comme un bouclier, les jointures blanches d'appréhension. « Vous n'avez pas besoin d'avoir l'air si terrifié. » Nicolas brisa finalement le silence, sa voix étonnamment douce. « Je ne suis pas le monstre que votre père vous a probablement dépeint. »« Alors qu'est-ce que vous voulez exactement de moi ?» demanda Amélie, rencontrant son regard directement. L'homme devant elle était indéniablement beau. Mâchoire ciselée, yeux bleus pénétrants, et cheveux noirs avec un distingué argent aux tempes, mais sa réputation le précédait. Impitoyable, intransigeant, froid comme les bâtiments d'acier qui portaient en son nom. Un sourire toucha ses lèvres. De la compagnie. Pour l'instant. Le front d'Amélie se plissa. De la compagnie? Vous auriez pu engager n'importe qui pour cela. Je ne veux pas n'importe qui, répondit Nicolas, ses yeux ne quittant jamais les siens. Je veux quelqu'un de vrai. La voiture tourna sur la rue de la République, et Amélie lutta contre l'envie de presser son visage contre la vitre comme une enfant. Au lieu de cela, elle maintint sa contenance, bien que son esprit soit rempli de questions et de scénarios, chacun plus préoccupant que le précédent. « Votre père me doit 17 millions d'euros, déclara Nicolas matter-of-factly. Le saviez-vous ? Le cœur d'Amélie s'effondra. Il a mentionné une somme substantielle. Substantielle, répéta Nicolas avec un rire sec. C'est un mot pour cela. Il évite mes appels depuis des mois. Savez-vous ce qui arrive aux gens qui essaient de disparaître avec mon argent ? Amélie déglutit difficilement. J'imagine rien d'agréable. L'expression de Nicolas s'adoucit de manière inattendue. Pourtant vous voilà, vous offrant comme... Quoi exactement ? Une garantie ? Comme une solution, corrigea Amélie, trouvant de la force dans son désespoir. Mon père a fait des erreurs, mais ce n'est pas un mauvais homme. Il ne mérite pas de tout perdre. Et vous pensez que vous le méritez ? La question resta suspendue entre eux alors que la limousine s'arrêta devant l'hôtel Villa Florentine.
20 étages de luxe où les penthouses coûtaient plus par nuit que le salaire mensuel de la plupart des gens. Nicolas la guida à travers l'entrée privée, sa main touchant à peine le bas de son dos. Le personnel hocha respectueusement la tête, personne n'osant croiser son regard. Le trajet en ascenseur fut silencieux, la tension montant à chaque étage qui passait. Amélie regardait les numéros monter, 15, 16, 17. Elle jeta un coup d'œil à Nicolas qui se tenait parfaitement immobile, les yeux vers l'avant. Dans l'espace confiné, elle capta son parfum, une eau de Cologne coûteuse avec des notes de bois de santal et quelque chose d'uniquement lui. Au niveau penthouse, les portes s'ouvrirent directement dans un foyer de marbre et d'or. Amélie sortit prudemment, se sentant instantanément déplacée malgré sa robe de créateur, une pièce empruntée de la boutique d'une amie qu'elle ne pourrait jamais se permettre. À l'intérieur de la suite principale, des fenêtres du sol au plafond révélaient la ville étalée comme un tapis d'étoiles. Le parc de la Tête d'Or était un rectangle sombre au milieu de la géométrie scintillante des gratte-ciel. Amélie resta figée, absorbant l'opulence qui l'entourait. Les œuvres d'art originales sur les murs, était-ce un véritable Monet? Des meubles qui semblaient à la fois antiques et modernes, et une table de salle à manger déjà dressée avec de la porcelaine fine et du cristal. « Aimeriez-vous quelque chose à boire ?» demanda Nicolas, desserrant sa cravate et retirant sa veste de costume. L'action le fit soudain paraître plus humain, moins le titan corporatif et plus juste. Un homme. « J'aimerais des réponses, » répliqua Amélie, retrouvant sa voix. « Pourquoi moi? Vous auriez pu prendre l'entreprise de mon père, sa maison, n'importe quoi. » Nicolas se dirigea vers un chariot-bar et versa 2 verres d'eau, ignorant les bouteilles d'alcool coûteux. « Les entreprises peuvent être acquises n'importe quel jour. Les propriétés ne sont que des structures. » Il lui tendit un verre, leurs doigts se touchant brièvement. « Les choses rares m'intéressent davantage. »« Et qu'est-ce qui est rare chez moi ?» demanda Amélie avec scepticisme, prenant une gorgée pour cacher sa nervosité. Nicolas s'approcha lentement, s'arrêtant juste dans son espace personnel. « Parce que le moment où je vous ai vu défendre votre petite galerie d'art contre ce promoteur le mois dernier, j'ai su que vous étiez différente, intrépide, authentique. » Ses yeux s'adoucirent avec une admiration sincère. « Vous vous êtes tenu devant des bulldozers pour protéger le travail d'artistes locaux. Vous avez négocié des conditions avec des hommes 3 fois votre âge sans sourciller. Vous avez montré plus d'intégrité et de passion cet après-midi-là que la plupart des gens n'en démontrent dans une vie. » Le souffle d'Amélie se coupa. « Vous m'observiez ?»« J'enquêtais, » corrigea-t-il. « J'enquête sur tous mes investissements. »« Et c'est ce que je suis? Un investissement ?» Quelque chose changea dans l'expression de Nicolas, la vulnérabilité perçant sa façade soigneusement construite. Peut-être suis-je celui qui a trop investi. Il se détourna, se dirigeant vers les fenêtres comme s'il avait besoin de distance. J'ai passé 20 ans à construire un empire, Amélie. J'ai conclu des affaires valant des milliards. J'ai ruiné des hommes qui m'ont défié et élevé ceux qui se sont montrés loyaux. Il pressa sa paume contre le verre. Et pourtant, vous regardez vous battre pour votre petite galerie avec plus de passion que je n'en ai ressenti pour quoi que ce soit depuis des années. Cela m'a fait questionner ce que je suis devenu. Amélie s'approcha lentement, ses talons cliquant doucement sur le marbre. Et qu'avez-vous découvert? Nicolas se tourna pour lui faire face, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, il semblait presque perdu. Que j'ai construit une prison dorée et l'ai appelée succès. La franchise de sa réponse la surprit. Cette vulnérabilité soudaine du titan le plus redoutable de Lyon était la dernière chose à laquelle elle s'attendait. « Alors pourquoi continuer ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que c'est tout ce que je sais, » admit-il. « Jusqu'à maintenant. » Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme si elle était un puzzle qu'il essayait de résoudre, ou peut-être une œuvre d'art qu'il évaluait pour acquisition. Mais sous ce regard calculateur, Amélie captait des éclairs de quelque chose de plus profond. De la solitude, peut-être. Du regret. « Que voulez-vous de moi, vraiment ?» insista-t-elle. Nicolas fit une pause longue, ses yeux étudiant son visage comme s'il mémorisait chaque détail. « Je veux que vous restiez. » « Combien de temps ?»
Ce n'est pas une question de temps, dit-il, s'approchant jusqu'à ce qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps. C'est une question de choix. Mon choix ou le vôtre? Les deux. L'air entre eux crépitait de tensions électriques. Amélie était consciente de tout. La façon dont la lumière de la ville dansait à travers ses cheveux, l'odeur de son aftershave, la façon dont sa chemise s'étirait sur ses épaules larges quand il bougeait. « Je ne suis pas une possession à acheter », dit-elle fermement, même si sa voix tremblait légèrement. « Non », accepta Nicolas, son regard intense. « Vous ne l'êtes pas. C'est exactement pourquoi vous m'intéressez. » Il s'éloigna vers le canapé, s'asseyant et lui faisant signe de le rejoindre. Amélie hésita un moment avant de s'asseoir sur le fauteuil en face, maintenant une distance sûre entre eux. « Parlez-moi de votre galerie, » dit Nicolas, surprenant Amélie par le changement de sujet. « Qu'est-ce que vous voulez savoir ?»« Tout. Pourquoi l'art? Pourquoi ce quartier? Pourquoi risquer tout pour des étrangers ?» Amélie étudia son visage, cherchant des signes de moquerie ou de condescendance, mais ne trouva qu'une curiosité sincère. « L'art a le pouvoir de changer les gens, » commença-t-elle lentement, « de les faire ressentir quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti, de voir le monde différemment. Ma galerie n'est pas seulement un espace, c'est un pont entre les artistes et les âmes qui ont besoin de ce qu'ils créent. » Les yeux de Nicolas ne quittèrent jamais son visage pendant qu'elle parlait, et Amélie se retrouva à s'échauffer à son sujet, sa passion transparaissant à travers sa nervosité initiale. « Le quartier Presqu'île a besoin d'art, » continua-t-elle. « Pas les trucs commerciaux et stérilisés qu'on trouve dans les galeries du centre-ville, mais l'art réel, brut. L'art qui provient du cœur. Et les étrangers dont vous défendiez les œuvres? Ils ne sont pas étrangers pour moi, » dit Amélie avec passion. « Ce sont des artistes qui ont quelque chose d'important à dire, mais qui n'ont jamais eu de plateforme. Ma galerie leur donne cette plateforme. » Nicolas se pencha en avant, coude sur les genoux. « Même si cela vous coûte tout? Surtout alors. » Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Nicolas sourit, un vrai sourire qui atteignait ses yeux et transformait complètement son visage. L'effet était époustouflant. « Vous me rappelez quelqu'un, » dit-il doucement. « Qui? La personne que j'étais avant de devenir celle que je suis maintenant. » Le poids de cette admission s'installa entre eux. Amélie réalisa qu'elle était en train de voir quelque chose que très peu de gens voyaient. L'homme derrière l'empire, la personne sous le masque. « Qu'est-ce qui vous est arrivé ?» demanda-t-elle doucement. Les yeux de Nicolas s'assombrirent. La vie, l'ambition, la conviction que pour survivre dans ce monde, vous devez être plus dur, plus impitoyable, plus froid que tous les autres. Il fit une pause. « J'ai eu tellement de succès à devenir invincible que j'ai oublié comment être humain. Et maintenant ? Maintenant, je me demande s'il est trop tard pour réapprendre. » Le silence s'étira entre eux, chargé de possibilités non exprimées. Amélie sentait les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur commencer à trembler. Cet homme puissant et terrifiant, lui montrait une vulnérabilité qu'elle n'avait pas attendue. « Ce n'est jamais trop tard, » dit-elle doucement. Nicolas la regarda avec surprise, comme s'il ne s'attendait pas à de la gentillesse de sa part. « Vous le pensez vraiment ?»« Je le pense, » confirma Amélie. « Mais cela demande du courage. »« J'ai passé ma vie à être courageux en affaires, » dit Nicolas. « Mais ceci, c'est différent. »« Oui, » accepta Amélie. « Ça l'est. » Ils se regardèrent à travers l'espace qui les séparait. Deux personnes de mondes différents, trouvant un terrain commun inattendu. Pour Amélie, ce moment marqua le début de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore nommer, un changement subtil dans sa perception de l'homme assis en face d'elle. « Avez-vous faim ?» demanda Nicolas finalement, brisant le sort. « Un peu » admit Amélie, réalisant soudain qu'elle avait à peine touché à la nourriture au gala, trop nerveuse pour manger. Nicolas se leva et se dirigea vers le téléphone. « Je vais demander qu'on nous montre quelque chose. » Pendant qu'il passait sa commande, Amélie se leva et se dirigea vers les fenêtres, regardant les lumières de Lyon s'étaler devant elle. La ville semblait différente de cette hauteur, moins intimidante, plus belle. Elle se demanda si c'était ainsi que Nicolas voyait toujours le monde, de haut, avec contrôle et perspective. « Le dîner sera là dans 30 minutes, » annonça Nicolas, la rejoignant près des fenêtres. « Merci, » dit Amélie,
soudain consciente de à quel point ils étaient proches. « Amélie, dit-il, sa voix basse, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas prisonnière ici. Si vous voulez partir, vous pouvez partir. » Elle se tourna pour le regarder, surprise. « Et la dette de mon père ? » « Nous trouverons un autre arrangement, » dit Nicolas. « Je ne veux pas que vous restiez par obligation. Alors pourquoi voulez-vous que je reste ?» Nicolas hésita, luttant visiblement avec sa réponse. « Parce que pour la première fois en 20 ans, quelqu'un me regarde et voit plus que ce que je possède ou ce que je peux faire pour eux. » L'honnêteté brute de sa confession la frappa au cœur. Amélie réalisa qu'elle avait passé la soirée à voir Nicolas comme un adversaire, un obstacle à surmonter. Mais maintenant, elle commençait à voir l'homme solitaire qui se cachait derrière le costume d'affaires. « Et qu'est-ce que je vois ?» demanda-t-elle doucement. « Je ne sais pas, » admit Nicolas. « C'est ce qui me terrifie. » Avant qu'Amélie puisse répondre, on frappa à la porte. Nicolas alla ouvrir et un serveur entra avec un chariot élégamment dressé. Il disposa leur repas sur la table avec un professionnalisme silencieux, puis se retira discrètement. « Voulez-vous que nous mangions ?» demanda Nicolas, offrant son bras à Amélie. Elle accepta, et ils se dirigèrent vers la table. Le repas était somptueux. Langoustines, agneau parfaitement cuit, légumes de saison et une bouteille de vin qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel d'Amélie. « C'est incroyable, » dit Amélie après sa première bouchée. « Le chef du Villa Florentine est l'un des meilleurs de Lyon, » expliqua Nicolas. Il a travaillé dans des restaurants étoilés Michelin à Paris avant de venir ici. Ils mangèrent dans un silence confortable au début, mais peu à peu, la conversation reprit. Nicolas lui posa des questions sur son enfance, ses rêves, ses peurs. Amélie se retrouva à partager des choses qu'elle n'avait jamais dites à personne. Ses doutes sur sa galerie, sa peur de finir comme son père, ses rêves de montrer au monde que l'art pouvait changer des vies. En retour, Nicolas commença à s'ouvrir sur sa propre vie. Il lui parla de sa jeunesse difficile, de son père absent, de sa mère qui avait travaillé 3 emplois pour les faire vivre. Il décrivit ses premiers jours en affaires, quand il était affamé et déterminé, avant que le succès ne commence à changer qui il était. « J'avais l'habitude de visiter des galeries d'art, » admit-il pendant qu'ils finissaient leur dessert. « Quand j'étais plus jeune. Il y avait quelque chose dans l'art qui me calmait, qui me faisait me sentir moins seul. »« Qu'est-ce qui vous a fait arrêter ?» demanda Amélie. « Je me suis convaincu que c'était un luxe que je ne pouvais pas me permettre, » dit Nicolas. « Que l'art était pour les gens qui avaient le temps de rêver et que j'avais du travail à faire. Et maintenant ? Maintenant, je me demande si j'ai été fou d'abandonner les choses qui me rendaient humain, » répondit-il. Amélie tendit la main à travers la table et toucha brièvement la sienne. Il n'est jamais trop tard pour les retrouver. Le contact électrisa Nicolas. Il regarda leurs mains jointes, émerveillé par la façon dont quelque chose d'aussi simple pouvait se sentir si monumental. « Amélie, » commença-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Oui ? Restez ce soir. Pas à cause de la dette, pas par obligation. Restez parce que vous le voulez. » Amélie sentit son cœur s'emballer. Elle savait qu'elle était à un carrefour, qu'accepter signifierait entrer dans un territoire inconnu avec un homme qui pourrait soit la détruire, soit la transformer. « Et si je reste ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Je ne sais pas, » admit Nicolas honnêtement. « Mais j'aimerais le découvrir. » Amélie étudia son visage, cherchant des signes de tromperie ou de manipulation. Au lieu de cela, elle ne vit qu'espoir et vulnérabilité. Un homme puissant qui l'implorait silencieusement de lui donner une chance. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je reste. » Le soulagement qui traversa le visage de Nicolas était palpable. « Merci, » murmura-t-il. Cette nuit-là, ils restèrent debout jusqu'aux petites heures du matin, parlant sur le canapé comme de vieux amis retrouvés. Nicolas lui montra ses livres, ses quelques œuvres d'art restantes, les vestiges de l'homme qu'il avait été avant que les affaires ne prennent le dessus. Amélie partagea ses espoirs pour sa galerie, ses artistes préférés, sa vision d'un monde où l'art était accessible à tous. Quand ils finirent par se dire bonne nuit, Nicolas l'emmena à la chambre d'amis, luxueusement appointée avec sa propre salle de bain et une vue imprenable sur la ville. Il s'arrêta à la porte,
l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne trouvant pas les mots. « Bonne nuit, Amélie », dit-il finalement. « Bonne nuit, Nicolas », répondit-elle. Il commença à s'éloigner, puis s'arrêta. « Amélie ? Oui ? Merci de m'avoir donné une chance de me rappeler qui j'étais. » Amélie sourit. « Merci de m'avoir laissé voir qui vous êtes vraiment. » Les semaines qui suivirent furent une danse délicate de découverte. Nicolas annula ses réunions pour passer du temps avec Amélie, lui montrant Lyon à travers ses yeux, les restaurants cachés qu'il aimait, les endroits tranquilles où il allait réfléchir, les coins de la ville qui l'inspiraient encore. En retour, Amélie l'emmena dans son monde, les galeries d'art underground, les ateliers d'artistes dans les anciens entrepôts, les cafés où créateurs et rêveurs se rassemblaient pour partager leurs visions. Nicolas redécouvrait sa passion pour l'art, voyant le monde à travers les yeux d'Amélie. Leur relation évoluait lentement, construite sur la confiance et la compréhension, plutôt que sur la passion physique. Nicolas respectait les limites d'Amélie, attendant qu'elle soit prête à franchir chaque étape. Et Amélie, à son tour, apprenait à voir au-delà de la réputation intimidante de Nicolas vers l'homme complexe et parfois vulnérable qu'il était vraiment. Un soir, 6 semaines après leur première rencontre, ils étaient assis sur la terrasse du penthouse, regardant le coucher de soleil peindre la ville en or et orange. « J'ai quelque chose à vous montrer », dit Nicolas, se levant pour aller chercher une enveloppe épaisse. Il la tendit à Amélie, qui l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, des actes de propriété, des contrats, des certificats. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, confuse. « Les actes de propriété de votre galerie », expliqua Nicolas, « et les documents annulant définitivement la dette de votre père. » Amélie le regarda avec stupéfaction. « Nicolas, qu'est-ce que vous faites ?»« Ce que j'aurais dû faire dès le début, » dit-il. « Votre père était désespéré quand il a emprunté cet argent. Il essayait de sauver son entreprise, de protéger sa famille. Je l'ai piégé avec des taux d'intérêt impossibles parce que c'était profitable pour moi. »« Mais l'argent ne signifie rien pour moi, » l'interrompit Nicolas. « Mais vous signifiez tout. » Amélie sentit les larmes monter à ses yeux. « Nicolas, je ne peux pas accepter cela. »« Vous ne comprenez pas, » dit-il, s'agenouillant devant sa chaise. « Ce n'est pas un cadeau, c'est une demande. » Il sortit une petite boîte en velours de sa poche, et le cœur d'Amélie s'arrêta. « Amélie Dubois, » dit-il, sa voix tremblant d'émotion. « Vous m'avez appris à aimer à nouveau. Vous m'avez montré que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en moments partagés, en rêves soutenus, en amour donné librement. Voulez-vous m'épouser ?» Amélie regarda l'homme agenouillé devant elle. Ce même homme qui l'avait terrifiée quelques mois plus tôt et qui était maintenant la personne la plus importante de sa vie. Elle pensait au voyage qu'ils avaient fait ensemble, à la façon dont ils s'étaient changés mutuellement, à l'amour qui avait grandi entre eux, malgré les circonstances les plus improbables. « Oui », murmura-t-elle. Puis plus fort, « Oui, Nicolas, je veux vous épouser. » Le soulagement et la joie qui illuminèrent le visage de Nicolas valaient tous les diamants du monde. Il glissa la bague à son doigt, un magnifique solitaire qui captait la lumière du coucher de soleil, puis se leva pour l'embrasser. Ce baiser scella non seulement leur fiançailles, mais aussi la transformation de 2 personnes qui avaient trouvé l'amour dans les circonstances les plus inattendues. 3 ans plus tard, l'appartement qu'ils partageaient maintenant dans le vieux Lyon était rempli de rires d'enfants et de l'odeur du café du matin. Emma, leur fille de 18 mois, galopait dans le salon sur ses petites jambes potelées, poursuivant leur chat, Monsieur Picasso. « Emma, ma chérie, laisse Picasso tranquille !» ria Amélie, attrapant leur fille et la soulevant dans les airs. Nicolas émergea de la cuisine avec une tasse de café, s'arrêtant pour regarder sa femme et sa fille avec émerveillement. Même après 3 ans de mariage, il était parfois étonné par le bonheur qui remplissait sa vie maintenant. « Papa, papa !» Emma tendit ses petits bras vers lui et Nicolas la prit d'Amélie, la faisant tournoyer jusqu'à ce qu'elle glousse de joie. « Comment va ma petite artiste aujourd'hui ?» demanda-t-il, embrassant ses cheveux bouclés qui sentèrent le shampoing pour bébé.
Elle a passé la matinée à peindre sur le mur de sa chambre avec ses crayons, dit Amélie avec un sourire. Je pense qu'elle tient de sa maman. Et son sens des affaires de son papa, ajouta Nicolas, pointant vers le petit château de blocs qu'Emma avait construit dans le coin, parfaitement organisé et structuré. Leur maison était un mélange parfait de leurs deux mondes. Les murs étaient couverts d'art, certaines pièces de la galerie d'Amélie, d'autres que Nicolas avait commencé à collectionner après avoir redécouvert sa passion. Les étagères contenaient à la fois des livres d'affaires et des catalogues d'art, des jouets d'Emma et des reliques de leur vie passée. « Oh, avant que j'oublie », dit Amélie, sortant une lettre de sa poche. « Nous avons reçu ceci ce matin. » Nicolas prit la lettre, gardant Emma sur une hanche. C'était l'invitation officielle pour l'ouverture de leur nouveau projet, la Galerie Moreau, un espace révolutionnaire qui combinait l'exposition d'art avec des programmes éducatifs pour les enfants défavorisés. « Tu es prête pour demain soir ?» demanda Nicolas. « Nerveuse mais prête », admit Amélie. 3 ans de planification, et c'est enfin là. L'idée de la Galerie Moreau était née de leur conversation sur la façon dont l'art pourrait être rendu plus accessible. Nicolas avait fourni le financement et l'expertise commerciale, tandis qu'Amélie avait apporté sa vision artistique et sa passion pour l'éducation. Ensemble, ils avaient créé quelque chose d'unique, un espace où l'art haut de gamme côtoyait des programmes communautaires où les enfants du quartier pouvaient apprendre aux côtés de collectionneurs millionnaires. « Papa, regarde !» Emma pointa vers ses blocs, où elle avait tenté de construire quelque chose de nouveau. « C'est magnifique, ma chérie !» dit Nicolas, s'agenouillant pour examiner son travail. « Qu'est-ce que c'est ?»« Une maison pour Picasso !» annonça-t-elle fièrement. Amélie et Nicolas échangèrent un regard amusé. Leur fille avait hérité de l'imagination d'Amélie et du pragmatisme de Nicolas, une combinaison qui promettait des aventures intéressantes dans les années à venir. Le soir de l'ouverture, la Galerie Moreau bourdonnait d'activités alors que les invités commençaient à arriver. L'espace était époustouflant. Des plafonds hauts avec des poutres exposées, des murs blancs immaculés qui mettaient l'art en valeur et des zones d'apprentissage créativement intégrées où les enfants pourraient bientôt explorer leur propre créativité. Amélie se tenait près de l'entrée, accueillant les invités dans une robe bleu nuit qui complimentait parfaitement son collier de diamants, un cadeau d'anniversaire de Nicolas l'année précédente. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant et elle rayonnait de confiance et de bonheur. Nicolas était de l'autre côté de la galerie, parlant avec des collectionneurs potentiels et des membres du conseil municipal. Emma était avec ses grands-parents pour la soirée, bien qu'elle ait insisté pour apporter son éléphant en peluche préféré, au cas où maman et papa auraient besoin de réconfort. « Amélie, c'est incroyable », dit Camille, sa meilleure amie depuis l'université, s'approchant avec 2 coupes de champagne. « Tu as vraiment réussi. »« Nous avons réussi », corrigea Amélie, regardant vers Nicolas avec amour. Rien de tout cela n'aurait été possible sans lui. « Et sans toi, il serait encore ce requin d'affaires impitoyable », souligna Camille. « Vous vous êtes sauvés mutuellement. » « C'était vrai, » réalisa Amélie. Leur amour avait été transformateur pour eux deux. Elle avait donné à Nicolas la capacité de ressentir à nouveau et il lui avait donné les ressources pour réaliser ses rêves les plus fous. « Mesdames et messieurs », la voix de Nicolas porta à travers la galerie, attirant l'attention de tous. « Bienvenue à l'ouverture de la Galerie Moreau. » La foule se rassembla autour de lui et Amélie se fraya un chemin vers l'avant, son cœur se gonflant de fierté, alors qu'elle regardait son mari commander l'attention de la pièce avec son charisme naturel. Certains d'entre vous se souviennent peut-être du prédécesseur de cet espace, une petite galerie visionnaire appelée « Art du Bois », continua Nicolas, son regard trouvant celui d'Amélie. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sans une crise financière, un gala de charité, et la femme la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, aucun de nous ne serait ici ce soir. Il fit une pause, permettant à ses mots de résonner. Il y a 6 ans, j'étais un homme très différent. Je mesurais la valeur en euros et en actifs. Je voyais les gens comme des entrées dans un grand livre, soit rentables, soit dispensables. Amélie sentit les larmes piquer ses yeux alors qu'elle entendait son mari partager publiquement leur histoire pour la première fois. Puis j'ai rencontré une femme qui m'a montré que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent être ni achetées, ni vendues, ni quantifiées.
Amélie Dubois est entrée dans ma vie et m'a appris que la vraie richesse se mesure en moments partagés, en rêves soutenus, en amour librement donné. Il tendit la main vers elle, et Amélie s'avança, prenant sa place à ses côtés. La galerie Moreau représente plus que l'art, dit Nicolas, passant son bras autour de la taille d'Amélie. Elle représente la transformation, de deux personnes qui ont trouvé l'amour dans les circonstances les plus improbables, d'un homme d'affaires qui a redécouvert son âme, d'une artiste qui a appris qu'elle pouvait rêver plus grand qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Les applaudissements remplirent l'espace, alors que Nicolas se penchait pour embrasser Amélie devant tout le monde. Le baiser était tendre mais passionné, un symbole public de l'amour qui avait transformé leur vie. « Et maintenant ?» dit Nicolas quand ils se séparèrent. « Je vais passer la parole à la vraie visionnaire derrière cet espace, ma femme, Amélie Moreau. » Amélie s'avança, son cœur battant d'excitation et de nervosité. Elle regarda les visages rassemblés, certains familiers, d'autres nouveaux, tous unis par un amour de l'art et une croyance en son pouvoir de transformer. « Merci à tous d'être venus ce soir », commença-t-elle, sa voix claire et confiante. « La Galerie Moreau représente un rêve que j'ai eu depuis que j'ai ouvert ma première galerie, rendre l'art accessible à tous, peu importe l'âge, le background ou les moyens financiers. » Elle parla de sa vision pour l'espace, des programmes qu'il développerait, de l'impact qu'ils espéraient avoir sur la communauté. Mais par-dessus tout, elle parla de l'amour de l'art, l'amour de l'apprentissage, et l'amour qui avait rendu tout cela possible. Tard cette nuit-là, après que le dernier invité soit parti et que le personnel de nettoyage ait terminé, Nicolas et Amélie se trouvaient seuls dans leur nouvelle galerie. L'espace était silencieux maintenant, baigné dans la douce lueur des lumières de sécurité qui mettaient l'art en valeur même dans l'obscurité. « Nous l'avons fait », murmura Amélie, appuyant sa tête contre l'épaule de Nicolas. « Vous l'avez fait », corrigea-t-il. « C'était votre vision, votre passion. J'ai juste fourni les moyens. »« Non », dit Amélie fermement, se tournant pour lui faire face. « Nous l'avons fait ensemble, tout comme nous faisons tout. » Nicolas sourit, tirant sa femme plus près. « Te souviens-tu de cette nuit au gala, quand tu m'as dit de te prendre à la place de ton père ? Comment pourrais-je l'oublier ?» rit Amélie. « J'étais terrifié. »« Moi aussi, » admit Nicolas. « Mais pas pour les raisons que tu pourrais penser. J'étais terrifié parce que, pour la première fois en 20 ans, quelqu'un me regardait et voyait quelque chose qui valait la peine d'être sauvé. »« Et qu'as-tu vu en moi cette nuit-là » demanda Amélie. « Une femme qui était prête à sacrifier sa liberté pour quelqu'un qu'elle aimait, » dit Nicolas, touchant doucement son visage. « Une femme avec plus de courage que tous les hommes d'affaires que j'avais jamais rencontrés. Une femme qui pourrait m'apprendre à être humain à nouveau. » Ils s'embrassèrent au milieu de leur galerie, entourés de l'art qui représentait leurs rêves réalisés et leur amour épanoui. « La dette a été payée, » murmura Nicolas contre ses lèvres. « Avec les intérêts les plus doux imaginables, » accepta Amélie, pensant à leur fille endormie à la maison et à la vie qu'ils avaient construite ensemble. 5 ans plus tard, Emma, maintenant âgée de 6 ans, courait à travers la galerie Moreau avec l'aisance d'un enfant qui avait grandi dans cet espace. Ses cheveux bouclés volaient derrière elle, alors qu'elle montrait fièrement sa dernière création artistique à quiconque voulait regarder. « Maman, papa, regardez ce que j'ai fait !» cria-t-elle, brandissant un dessin coloré qui montrait leur famille devant la galerie. Amélie et Nicolas échangèrent un regard amusé. Leur fille avait définitivement hérité du flair artistique d'Amélie et de la confiance en soi de Nicolas, une combinaison qui promettait de grands accomplissements dans le futur. « C'est magnifique, ma chérie, » dit Amélie, s'agenouillant pour examiner le dessin de plus près. « Tu as capturé l'essence de notre famille parfaitement. Et l'utilisation des couleurs est très sophistiquée, » ajouta Nicolas sérieusement, traitant l'art de sa fille avec le même respect qu'il accordait aux maîtres accrochés sur les murs. Emma rayonna sous les compliments, puis courut montrer son œuvre aux visiteurs de la galerie. « Elle va être artiste », prédit Amélie avec affection. « Ou PDG d'un empire artistique », contre-attaqua Nicolas. « Regardez comme elle a organisé ses crayons. » Ils regardèrent leur fille interagir avec les autres enfants du programme après l'école de la galerie, des enfants de tous horizons qui venaient apprendre l'art, faire leurs devoirs
et découvrir leurs propres talents créatifs. « Te souviens-tu quand nous avons parlé de rendre l'art accessible à tous ?» demanda Amélie. « Je me souviens, » dit Nicolas, regardant autour de la galerie prospère. Au cours des 5 dernières années, ils avaient élargi leur programme pour inclure des bourses d'art, des partenariats avec les écoles locales, et même un programme de mentorat qui jumelait de jeunes artistes avec des professionnels établis. Parfois, je ne peux toujours pas croire que tout ceci soit réel, admit Amélie. Parfois, moi non plus, dit Nicolas, passant son bras autour de sa taille. Mais ensuite, je me souviens de cette nuit au gala et je réalise que nous étions destinés à être ici. Destinés ? Taquina Amélie. L'homme d'affaires pragmatique croit au destin maintenant ? L'homme d'affaires pragmatique croit en toi, corrigea Nicolas, et en nous, et en le fait que parfois, les meilleures choses de la vie viennent des commencements les plus inattendus. Ils se tenaient ensemble dans leur galerie, regardant leur fille jouer avec ses amis, entourés de l'art qu'ils aimaient et de la communauté qu'ils avaient aidé à construire. De l'extérieur, leur histoire pourrait sembler être sur l'argent et le pouvoir, mais ceux qui les connaissaient vraiment comprenaient qu'elle était sur la transformation. De 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de plus précieux que la richesse dans les bras l'une de l'autre. « La meilleure affaire que j'ai jamais faite », murmura Nicolas, répétant les mots qu'il avait dits tant d'années auparavant. « La meilleure offre que j'ai jamais faite », accepta Amélie, se souvenant de cette nuit terrifiante mais fatidique où elle avait offert de prendre la place de son père. Et alors qu'il regardait Emma enseigner patiemment à un enfant plus jeune comment tenir correctement un pinceau, il savait que leur histoire d'amour continuerait de s'épanouir dans la prochaine génération. Un héritage d'amour, d'art, et de la croyance que même les commencements les plus improbables peuvent mener aux fins les plus belles. Fin né.